Bonjour à vous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le tennis. Et cette fois-ci, on va essayer de procéder de manière un petit peu plus structurée, peut-être un peu plus courte, j'espère, on verra bien. En tout cas, autour d'un thème précis, qui sera celui du supporterisme en tennis. Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas ce mot il y a encore quelques semaines, jusqu'à ce que la ministre des Sports l'emploie, à propos du football. Je sais même pas s'il existe d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vérifier ça tout de suite sur le dictionnaire pour en avoir la définition. Alors, j'ai déjà ouvert la bonne page et supporterisme n'y figure pas. On va donc se contenter de la définition de supporter. Dans son acception sportive, il s'agit de soutenir, encourager un concurrent, une équipe. Certes, on va dire que c'est une définition un petit peu restrictive parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs manières d'être supporter, plusieurs degrés de supporter, plusieurs raisons, enfin. C'est un phénomène très varié. On va essayer de faire une petite revue de ce supporterisme en tennis. Déjà, pourquoi on devient supporter d'un joueur plus qu'un autre? Finalement, à moins de le connaître personnellement, ce qui est quand même relativement rare, rien ne nous prédispose à apprécier un joueur et être indifférent, voire plus dans certains cas, à un autre. La raison la plus évidente, c'est qu'on est séduit par sa personnalité. Il y a quelque chose chez ce joueur, cette personne même, on va dire, qui nous donne envie de le soutenir. Alors, je prends mon cas personnel. On va dire que les deux joueuses que j'ai soutenues avec le plus de ferveur, c'est Elena Dementieva il y a quelques années et aujourd'hui Dominika Cibulkova. Pourquoi elles, finalement? Elles n'ont pas un jeu qui m'emballe plus que ça, disons. Cibulkova un petit peu plus, parce qu'étant donné qu'elle est très petite, on se trouve en quelque sorte en empathie avec elle, parce qu'elle doit déployer des efforts sûrement plus importants qu'une autre pour avoir le même résultat. Bon, après, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire que sa petite taille fait partie de sa personnalité, mais enfin, c'est pas non plus son style de jeu, on va dire que c'est un petit peu entre les deux. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas pour ça que je les soutiens, c'est, je sais pas, je vois Elena et Domi, et j'ai envie de les soutenir. C'est comme ça, je me verrai pas soutenir leur adversaire, je les soutiens, j'ai envie que le match aille de leur côté, parce que j'adhère à ces personnes. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est la même chose. Il y a une personne qui vous parle, pas forcément pour une raison, mais c'est comme ça. Et je vois d'ailleurs, certaines fois, pour des personnalités bien affirmées, la réaction du public peut être très contrastée. Je prends l'exemple de McEnroe. McEnroe, inutile de présenter le personnage que c'était, en début de carrière, les gens, dans leur grande majorité, ils n'aimaient pas McEnroe. Même aux États-Unis, dont il est originaire, je précise, on soutenait pas McEnroe. Il se faisait siffler, il se faisait montrer du doigt, etc. Et puis, avec le temps, une fois qu'on a appris à le connaître, qu'il est devenu un peu vieux, qu'il a perdu du niveau aussi, eh ben les gens se sont pris de sympathie pour lui, si bien qu'à la fin, impossible qu'un adversaire soit plus soutenu que McEnroe. McEnroe était soutenu dans tous ses matchs à partir du milieu des années 80, on va dire, fin des années 80 peut-être. Je me souviens d'avoir vu les images d'un match à Bercy où McEnroe était encensé par le public français.
C'était devenu une rockstar, on savait qu'il était en fin de carrière, qu'on n'allait plus profiter de ce spectacle longtemps, et les gens avaient envie de voir McEnroe. Et celui qui était un sale gosse un peu énervant était devenu une personnalité attachante et légendaire en quelque sorte par rapport à tous les jeunes de la fin des années 80, début des années 90 qui étaient quand même, qui commençaient comme aujourd'hui à être un petit peu plus, avoir moins de personnalité on va dire. Et je comprends, c'est un McEnroe, bon j'ai pas connu l'époque où il jouait de mes propres yeux, mais j'imagine que ça aurait été le joueur que j'avais envie de voir et de soutenir, McEnroe. À la fois pour son jeu et pour sa personnalité, ça me semble impossible de soutenir quelqu'un d'autre que McEnroe. C'était le tennis, McEnroe. C'est la star du tennis, McEnroe. C'est comme ça, d'ailleurs, on voit bien qu'il y en a pas mal qui ont eu un palmarès depuis qui lui est supérieur, mais McEnroe, ça reste l'image du tennis. Avec Borg aussi, évidemment, bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, un joueur comme Sampras, il parle beaucoup moins aux gens que McEnroe, parce qu'il a une personnalité beaucoup plus effacée, et il a moins de charisme, si on le dit clairement. Donc, bon, premier point, c'est la personnalité. Voilà. Le deuxième point, peut-être un peu plus pour les puristes, on va dire que ça c'est moins pour le grand public, ça sera plus pour les puristes, c'est le style de jeu. Ça paraît évident, quand on regarde beaucoup de tennis, on a envie de voir quelqu'un dont le style change un peu, est particulièrement beau, pur ou original, et dans une certaine forme de logique, on devient supporter de ce joueur, ne serait-ce que pour le voir plus souvent. Je prends le joueur que je préfère actuellement, c'est Federer. Federer, je vous le dis, sa personnalité, j'ai rien contre la personnalité de Federer, il n'y a pas de souci. Mais en soi, sa personnalité, elle n'a rien de spécial, je dirais. Ce qui m'enchante chez Federer, c'est son jeu. Je vois jouer Federer, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir jouer demain et la semaine prochaine, alors que ça fait 15 ans que je le vois. Et je pense pas être le seul, puisque Federer est quand même celui qui, dans les stades, est souvent le plus soutenu, il faut bien le dire. Je pense que les gens sont un peu comme moi, ils se reconnaissent dans ce style de jeu flamboyant. Deux choses. D'une part, flamboyant, certes, et aussi peut-être un peu moins robotique que ses adversaires, la plupart de ses adversaires, plus fragile d'une certaine mesure. On sent que Federer, des fois, il y a un grain de sable qui vient le faire moins bien jouer, et il peut être très, très flamboyant, comme assez laborieux parfois, et on sent qu'il est moins régulier qu'un Djokovic, par exemple, ça donne envie d'être derrière lui. Je me souviens de ce match à Roland-Garros 2011. Malheureusement, j'étais pas présent sur place, mais d'ailleurs, s'il y avait un match où j'aimerais bien retourner dans le passé pour prendre mon billet, c'est bien ce match de Roger contre Djokovic à Roland-Garros 2011. Le public qui soutenait à fond Roger, ça devait être incroyable. Et là, je pense que c'était pour son style de jeu. Je pense le public a fait son choix. Il faut être honnête. Je suis pas supporter de Nadal. Son jeu me parle moins, mais je comprends très bien, sans aucun problème, qu'on puisse avoir comme style de prédilection un Nadal. Celui qui est plus sur un joueur qui fait des défenses incroyables, qui a une débauche physique, qui a aussi des coups originaux, faut bien le dire, dans un autre registre. Je comprends très bien qu'on puisse être supporter de Nadal. Pour un Djokovic, pour moi, qu'on soit le supporter de Djokovic pour sa personnalité, comme on peut l'être de n'importe quel joueur, aucun souci. Au niveau de la technique de jeu, je pense que c'est un petit peu... Je pense qu'il y a moins de gens qui sont supporters de Djokovic de par son style de jeu. Je pense que ça doit être une situation un peu plus rare parce que son style est beaucoup plus courant, disons-le clairement. C'est une version améliorée de la plupart des joueurs du top 100, Djokovic. C'est extrêmement efficace, bien sûr, mais ça n'a rien de spécial, je pense. Éventuellement, le fait que ce soit un très bon relanceur,
peut-être que chez les personnes qui aiment pas voir des matchs qui se résument à une bataille de service, ils peuvent apprécier le jeu de Djokovic dans le sens où ça diminue l'importance du service. C'est une possibilité, mais bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais admettons. Quoi qu'il en soit, le deuxième point de notre liste est le style de jeu. Le troisième, on va dire que c'est un point qui est plus populaire, disons, dans le sens qui touche davantage le grand public, c'est soutenir quelqu'un en fonction de sa nationalité. Pour faire simple, en France, on soutient les Français. Bon. Je vous cache pas que je suis un petit peu partagé sur ce point. Je vous explique ça. Dans un sens, je comprends pas bien pourquoi, parce qu'un joueur est français, on a plus envie de le voir gagner qu'un autre. Dans le sens où, bon, dire, c'est bien joli d'être français, mais c'est pas un mérite en soi. Bon, je peux très bien soutenir un joueur étranger par rapport à un français, ça ne me pose aucun problème. Parce que je préférerais sa personnalité, son jeu, etc. Donc, bon, je me souviens par exemple, pour vous raconter cette petite anecdote, j'étais à Roland-Garros l'année dernière, ou il y a 2 ans, et je vois en me baladant sur les petits cours, toujours très agréable de se balader sur les petits cours pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, une queue assez importante devant un petit cours. Alors je me dis, tiens, ça doit être une affiche intéressante, je regarde un petit peu. Je vois jouer, sur le panneau d'affichage, Alexandre Muller. Bien. Français, inconnu au bataillon, mais qui attirait visiblement beaucoup les foules. À côté, le petit cours d'à côté, c'était un match de tennis féminin, et c'était une joueuse confirmée, je ne sais plus laquelle c'était, peut-être Wozniacki, ou quelque chose comme ça, peu importe. En tout cas, une joueuse qu'on connaît très bien. Et là, le petit cours, je ne vais pas dire qu'il était vide, mais on pouvait encore rentrer. Il y avait beaucoup moins de queue que pour Alexandre Muller. Je me demandais, bon, petite précision, il y a toujours moins de queue dans le tennis féminin que dans le tennis masculin. Ce qui répond à une certaine forme de logique. Passons. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre que les gens, sous prétexte qu'on met un petit drapeau français à côté de son nom, ont envie d'aller voir Alexandre Muller. À la limite, peut-être que ça peut être simplement un prétexte pour faire partie d'un mouvement de foule qui soutient un joueur par rapport à l'autre et se dire tiens on est dans l'ambiance, c'est pas vraiment pour ce joueur mais simplement une façon de faire partie d'un groupe en quelque sorte. C'est possible. Si c'est ça, à la limite, je le comprendrais plus. En revanche, soutenir un joueur juste parce qu'il est français, bon. D'un autre côté, je dis que je suis partagé parce que je dis ça, mais à l'inverse, entre deux joueurs secondaires, enfin, je vais dire, qui ont rien de spécial, ça me semble bizarre de voir un Français soutenir l'étranger plutôt que le Français. Donc je sais, ça peut paraître schizophrène comme raisonnement, ça l'est sûrement un petit peu, mais à la fois, je trouve bizarre de soutenir un joueur juste parce qu'il est français, et à la fois, par défaut, je comprends, je trouve logique qu'on soutienne plutôt le français, mais seulement quand c'est le cas par défaut, je dirais. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, force est de constater que, surtout chez le grand public, ça marche encore beaucoup, on soutient le joueur de son pays. J'ai pas eu l'expérience d'aller beaucoup voir des tournois dans les autres pays, je suis allé en Allemagne, c'était pareil d'ailleurs, je suis allé voir Stuttgart il y a quelques temps, il y avait Sigmund qui avait gagné le tournoi et qui se faisait vachement soutenir par le public. C'était assez net. Ouais. Donc bon, j'imagine que c'est comme ça dans pas mal de pays. C'est notre troisième point.
Le quatrième point, sur lequel je serais encore un peu plus réservé que sur celui du chauvinisme, est celui du jeunisme, on dira. En fait, ce serait soutenir un joueur parce qu'il est jeune. Alors, a priori, ça paraît pas être une raison fondamentale des différents supporters, mais dans les faits, faut voir, un joueur jeune, il sera toujours plus soutenu que les autres. C'est comme ça. Faut bien le dire. Quand on regarde notamment récemment, là, il y a eu l'éclosion de Félix Auger à Miami. Eh bien, sur Internet, il recevait, on avait l'impression que c'était le nouveau joueur préféré de tout le monde. Et je pense, je suis désolé de le dire, mais que c'était que parce qu'il est jeune. Parce que, en termes de personnalité, on ne peut pas vraiment la connaître. On vient de le découvrir, on l'a vu sur 2-3 matchs. Comment on peut connaître sa personnalité? D'ailleurs, il n'a pas l'air spécialement expansif dans ses matchs. Enfin bref, ça me paraît difficile de s'attacher à sa personnalité à ce stade-là. En termes de style de jeu, franchement, c'est rien de spécial, Auger. Il a un jeu propre, mais complètement ordinaire. Donc difficile de le soutenir lui plus que n'importe quel autre qui a le même style de jeu. Bon, je passe sur le fait des nationalités, puisqu'il est canadien, on est en France. Bon, on ne soutient pas spécialement les Canadiens, me semble-t-il. Alors pourquoi on soutient Auger? Il n'a pas non plus fait un exploit incroyable qui serait en quelque sorte qui attirerait l'attention des gens. Il est allé en demi-finale de Miami, c'est bien, mais il n'a pas battu des grands noms sur son parcours, il n'a pas non plus, il n'a pas fait quelque chose d'incroyable. Il a fait une bonne performance, mais qui reste dans le domaine de ce qu'on connaît. Donc je pense que c'est seulement parce qu'il est jeune, et que ça change. Et ça, bon, j'en suis pas complètement convaincu. Soutenir quelqu'un juste parce qu'il est jeune, ce serait le même joueur, mais qui végète à la 100e place pendant 10 ans, et puis qui fait une demi-finale de Miami à 28 ans, personne n'en aurait rien à faire. Mais là, on lui voit de l'avenir, trop d'avenir, enfin trop d'avenir. C'est pas sur Auger en particulier que je dis ça, mais en règle générale, dès qu'un joueur est jeune, on dit ah bah c'est le futur Federer, c'est le futur Nadal. Parce qu'il a fait une demi-finale à Miami. Pourquoi on ne dirait pas alors c'est le futur Ferrer par exemple, ou c'est le futur Berdych? Des Berdych, des Ferrer, ils sont bien au-dessus de Auger. Donc notre brave Auger, il peut encore progresser longtemps pour arriver au niveau de ces deux-là. Et pourquoi pas imaginer que sa progression elle s'arrête à ce niveau-là? C'est complètement possible. On n'en sait rien, finalement. Rien ne permet d'être affirmatif, ni qu'il fasse la carrière de Berdych ou Ferrer, ni qu'il fasse davantage. On n'en sait rien. Il peut même très bien, comme beaucoup, retomber dans l'anonymat. Bon, on n'en sait rien. Mais on s'emballe sur les jeunes. On s'emballe sur les jeunes et on les soutient. Bon. L'explication la plus plausible, c'est l'attrait des nouvelles têtes, quelles qu'elles soient. Peu importe que ce soit intéressant ou pas, quand il y a une nouvelle tête, on se dit ah bah tiens, moi je mets une option dessus. L'attrait de la nouveauté. Bon. Ça, personnellement, bon, je sais pas. Il se trouve que moi, j'ai toujours du mal avec les jeunes. Il me faut toujours du temps pour apprécier un joueur. Même quelqu'un que j'aime bien, en règle générale, quand il était jeune, c'était sans plus. C'est comme ça. Peut-être que c'est bête, mais en tout cas, de soutenir quelqu'un seulement parce qu'il est jeune, ça me paraît pas non plus. Je comprends pas vraiment. La dernière, disons, je sais pas si c'est la dernière, mais on va pas non plus faire une liste exhaustive, on va s'en tenir aux principales formes. Donc la dernière forme pour nous de supporterisme serait, pour moi, le plus logiquement de soutenir le moins bien classé, ou le moins bon, ou celui qui est à la traîne au score.
Vous voyez, tout ça, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire soutenir la personne qui en a besoin, en quelque sorte. Et personnellement, quand j'étais petit, c'est ce qui se passait. Par défaut, quand on n'avait pas un joueur qu'on appréciait particulièrement sur le terrain, on soutenait celui qui était en difficulté. Alors au début du match, c'était celui le moins bon des deux, disons-le clairement. Et puis au fur et à mesure du match, en règle générale, c'est celui qui avait un peu de mal, ou si c'est deux joueurs de même niveau, celui qui est en retard. Ça me paraît l'attitude la plus logique en quelque sorte. Le public va du côté du plus faible, comme on dirait en football, du petit boussé. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette logique de soutien aux plus faibles, elle a tendance à se perdre, voire à s'inverser. Et ça, à mon avis, c'est l'influence d'Internet et des forums et des réseaux sociaux, enfin, pour reprendre ce terme tarte à la crème. Enfin, de cette présence systématique sur Internet, je pense. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on va dans un stade, on a encore ce supporterisme à l'ancienne. D'ailleurs, les gens, faut pas croire, on va dans un stade, c'est loin des spécialistes de tennis. Ça, c'est quelque chose qui m'avait étonné d'ailleurs au début. Les gens, ils n'y connaissent pas grand-chose. Quand on laisse traîner un peu notre oreille dans les allées ou dans les gradins, souvent, il y a des joueurs connus qui sont sur le terrain, ils disent « Oh, bah, on entend, qui c'est celui-là, j'en ai jamais entendu parler. » Vraiment, les gens, j'ai l'impression, à Roland-Garros notamment, c'est peut-être moins le cas sur les petits tournois, je sais pas, enfin, en tout cas à Roland-Garros, j'ai l'impression qu'ils font leur petite sortie annuelle à Roland-Garros, ils aiment bien, mais vraiment, ils sont pas du tout spécialistes de tennis. Bon. Et peut-être de ce fait, ils gardent cet esprit de supporter, bon, en priorité les Français, je reviens pas dessus, mais sinon, plutôt celui qui a du mal. Et ça me paraît logique, personnellement. Et je trouve dommage que ceux qui suivent le tennis plus fortement, donc ceux qu'on retrouve sur Internet, ils sont presque dans l'attitude inverse. Notamment, je me souviens, il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou deux, il y avait un match entre Djokovic et Basilashvili. Il me semble que ça se passait en Chine. À vérifier. Et sur le forum Tennis Temple, chaque match, on voit il y a les commentaires de chacun, ce qu'on appelle la feuille de match, où chacun donne ses commentaires. Et en règle générale, au début, c'est place aux supporters, c'est allez un tel, bravo, je te soutiens, enfin, des messages dans ce goût-là. Et il y en avait pas mal qui soutenaient Basilashvili. Une fois n'est pas coutume. Et au bout d'un moment, il y a certains supporters de Djokovic qui sont venus et qui ont commencé à dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi vous soutenez Basilashvili ? Vous faites ça juste contre Djokovic. » Peut-être, auquel cas, bon, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Mais, je veux dire, en soi, ce sont deux joueurs. A priori, il n'y a pas de raison d'être plus pour Djokovic que Basilashvili. Je précise que Basilashvili, c'était donc il y a un moment, l'année dernière il a fait une bonne année, donc on connaît un peu mieux, vraiment à cette époque-là il était très peu connu. Alors c'est pas parce que Djokovic a gagné et tenté plus de grands chelems, etc., qu'il a une prérogative sur le soutien des gens. Pas du tout, c'est pas... Le soutien marche pas au palmarès, à ce que je sache. On a le droit d'être autant pour Basilashvili que pour Djokovic. Donc c'est quoi cette réflexion de dire qu'est-ce que vous avez à être pour Basilashvili ? Mais on a une chance sur deux d'être pour Basilashvili si on prend juste les joueurs en tant que tels. Je vois pourquoi il aurait moins de chances que les champions. Et ça dénote cet état d'esprit, je trouve, qui change, qui fait qu'on devrait être pour les champions. Ça me rappelle cette anecdote à Roland-Garros aussi, il y a quelques années, quand il y avait Nadal contre Söderling. Donc Söderling avait battu Nadal, vous vous en souvenez sûrement.
le public était majoritairement pour Soderling dans ce match. Et à la fin, il y avait Tony qui était venu était venu se plaindre de l'attitude du public de Roland-Garros qui soutenait Soderling. Mais j'en reste étonné de cette réflexion. Depuis quand, c'est la même logique, Nadal est propriétaire des supporters de Roland-Garros? Ils viennent, ils ont le droit de soutenir le joueur qu'ils veulent. Soderling étant un joueur de bien moindre valeur que Nadal, ça me semble logique qu'ils soutiennent Soderling. Et je précise d'ailleurs, ce jour-là, Soderling a gagné le match. On s'en rappelle pour ça, parce que Soderling a gagné le match. C'est devenu un match un peu historique, disons. C'est peut-être un grand mot, mais on va dire on s'en souvient du moins. Parce que c'est l'une des seules défaites de Roland-Garros, de Rafa à Roland-Garros. Si à l'inverse, Nadal avait gagné le match, tout le monde l'aurait oublié ce match-là. On demanderait à quelqu'un un match entre Nadal et Soderling, personne s'en souviendrait. Donc évidemment, les supporters qui sont sur place, ils le savent, ils savent que si c'est Soderling qui gagne, ils assistent à un moment d'histoire en quelque sorte. Ils ont quand même envie de plus d'assister à un moment d'histoire qu'à une énième victoire de Nadal en 8e ou en quart de finale, qui finalement serait complètement banal. Je comprends. Bon, alors il y a le fait que, certes, Soderling était considéré comme un joueur assez antipathique. Bon, je suis pas vraiment en doute d'ailleurs, mais il se trouve que visiblement il était assez antipathique. Mais bon, ça, le public déjà, il n'est pas censé le savoir, et auquel cas, de toute façon, peu importe, il fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, là, pour moi, voilà, c'est ce mouvement de stade qui pas encore, qui a encore un peu des réflexes à l'ancienne, il soutenait le petit poussé, on peut dire. Et je trouve dommage, voilà, que maintenant les supporters professionnels, on va les appeler comme ça, ceux qui sévissent sur les forums tant et plus, ils aient perdu un petit peu cette candeur, et pour eux, on soutient c'est quand même davantage, on soutient les meilleurs. Et d'ailleurs, ça amène à une dérive qui est d'avoir mauvais esprit pour défendre les intérêts de son chouchou, je dirais. C'est-à-dire surévaluer le niveau de son préféré et sous-évaluer celui de ses adversaires. C'est-à-dire qu'on entend souvent un supporter de Nadal, mettons, nous dire « Ah mais oui, mais Nadal, sans ses blessures, il aurait déjà 25 grands chelems, et Federer, s'il avait eu davantage de concurrence en début de carrière, il en aurait 5 de moins. » Enfin, des réflexions, des hypothèses, bon. Faire ce genre d'hypothèses de manière objective et pourquoi pas, éventuellement, je suis pas contre. On n'aura jamais de certitude, mais bon, tous discutent. Et les forums, par définition, ils sont là pour discuter. Mais ce que je remets en cause, c'est qu'en fait, beaucoup disent ça pour défendre les intérêts de leurs joueurs, en quelque sorte, pour faire rentrer dans la tête des gens que leur joueur c'est le meilleur et les autres c'est rien. Il y en a d'ailleurs beaucoup ceux qui sont un peu plus extrémistes, ils vont jusqu'à dire non mais Federer, ils le prennent de haut, ils disent il est mauvais. Et ils se réfèrent notamment au face-à-face entre les deux, disant Federer c'est rien. Soit dit en passant, je trouve qu'ils jouent un petit peu contre leur propre paroisse, dans la mesure où, logiquement, leur protégé aurait plus de mérite à battre un adversaire de grande valeur, ce qui est le cas de toute façon, qu'à battre un joueur dit mauvais, auquel cas on n'a plus de mérite à battre un joueur mauvais. Donc, dire d'un adversaire qu'il est mauvais, c'est en fait, bon, comme dit le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc ça voudrait dire qu'on vainc sans péril, finalement. Bon. Et je trouve un petit peu dommage, voilà, qu'on devienne l'avocat du palmarès de son joueur. Et d'ailleurs, ça,
faut bien le voir, quand on est supporter d'un joueur de plus petit niveau, pensez, mettons, à un supporter, chez les Français, il y en a pas mal, j'en fais partie d'ailleurs, un supporter de mon fils, il ira jamais crier sur tous les toits que mon fils est meilleur que le Big Four. Ça aurait pas de sens, donc évidemment qu'il peut pas. Mais à partir du moment où on soutient un des gros, des 3 plus gros, disons, alors là, il faut aller jouer à ces cartes de palmarès ceci, palmarès cela, pour le mettre au-dessus des autres. Bon. Je comprends que ça peut être un réflexe de faire ça, mais pour moi, ça pollue un petit peu les discussions, en fait. Et bon, personnellement, c'est pas parce que je soutiens Federer que j'ai envie de davantage mettre ses mérites en avant qu'un autre. Par exemple, on entend ci et là nous répéter que Federer est le plus grand joueur de l'histoire, etc. Peut-être bien, j'en sais rien, mais pour moi, c'est loin d'être évident. Dans mon esprit, c'est Borg. Bon, je le dis clairement, c'est Borg parce que c'est celui, je trouve, qui a eu le plus d'impact sur l'évolution du jeu. Que ce soit au niveau technique, puisque les joueurs d'aujourd'hui jouent comme Borg, et au niveau médiatique, parce que c'est le premier à avoir eu vraiment l'attention du grand public. Au niveau du palmarès, évidemment, il est loin d'être aux fraises. Mais je veux dire, justement, pour moi, au bout d'un moment, on ne peut plus vraiment discuter le palmarès à partir d'un certain niveau. Dans le sens où les circonstances sont différentes d'un joueur à l'autre, la concurrence est différente. Bon, bien sûr que, évidemment, les joueurs au-dessus de, je sais plus, 7-8 grands chelems, ils seront au-dessus de celui qui en a un ou deux. Ça paraît évident, c'est incontestable. Mais à partir du moment où on est dans le tout haut du panier, là, je pense que le palmarès, c'est plus suffisant pour hiérarchiser les joueurs. C'est pour ça que moi, dire que Roger est le meilleur de l'histoire parce qu'il a plus de grands chelems, c'est un peu aller à la facilité. Je trouve que c'est un peu aller à la facilité. Je dis pas que c'est impossible, mais pour moi, il faut amener des arguments autres que simplement celui du palmarès. Parce que du palmarès, je veux dire, par exemple, on prend un type comme Rod Laver, qui a passé ses meilleures années professionnelles, il lui est impossible d'avoir autant de grands chelems que Federer. C'est impossible, étant donné les circonstances de sa carrière. Donc, pour moi, alors, il faudrait sous-peser le pour et le contre, et bon, c'est quasiment impossible. On peut toujours essayer d'aller détailler les accomplissements de Lever et ceux de Federer pour aller... pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais on peut avoir aucune certitude. Donc pour moi, voilà. C'est pour ça que j'essaye de dissocier les joueurs que je soutiens et les joueurs dont j'estime qu'ils ont eu une plus grande place dans l'histoire du jeu. Et pour moi, c'est même pas un effort en fait. Vu que je m'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu, au bout d'un moment, on a plus en tête de dire des choses pertinentes et d'être le plus objectif possible et sur les différents joueurs, plus que de prêcher pour sa paroisse parce qu'on préfère un tel par rapport à un tel. Bon. Et ça, c'est la dérive principale que je remarque sur Internet ces dernières années, ou du moins depuis que ces forums existent, et je pense que c'est beaucoup dû à ça, c'est de vouloir travestir l'histoire pour satisfaire nos joueurs préférés. C'est un petit peu dommage. C'est compréhensible, mais un petit peu dommage. Bref, j'espère qu'on a fait le tour
de ces différentes formes de supporterisme, si on peut les appeler comme ça, en tennis, et qu'on pourra poursuivre ça en débat. J'ai une petite idée pour une prochaine vidéo d'ailleurs, puisqu'on parlait d'histoire, ce serait de faire un petit point sur les oubliés de l'histoire du tennis. C'est-à-dire les joueurs qui sont majeurs, à mes yeux, pour une raison ou pour une autre, hein, et qui, le temps faisant, sont un peu passés dans les oubliettes parce que c'est pas forcément les plus gros palmarès. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un grand plaisir de faire cette vidéo dans un futur proche. Sur ce, bonne continuation, à bientôt.